Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, ça va être à caractère social. On reçoit deux dames du Calax. On s'en va au centre Paul-Médéric voir les activités offertes à nos jeunes, les activités artistiques. Et on termine en rencontrant la Sûreté du Québec qui va venir nous parler des fraudes aux aînés. Donc, installez-vous confortablement, votre petit café, votre petit chocolat chaud, car ça se passe chez vous. Alors, nous recevons deux personnes. J'étais tellement contente de vous recevoir, Geneviève et Alexandre du Calax. Yes. Qu'est-ce que c'est, Alexandre, le Calax? Le Calax, en fait, les lettres, là, ce que ça veut dire, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider à la diminution de la violence. On voudrait, en fait, enrayer la violence. Ce serait notre objectif numéro 1, mais on vise la diminution. Écoute, ça fait déjà plusieurs années que vous existez dans Charlevoix, hein? Exact. Plus de 20 ans, en fait. Plus de 20 ans. C'est vraiment une initiative citoyenne des femmes qui se sont engagées, en fait, parce qu'il y avait les valeurs à cœur. Puis ça a parti de ça, puis on a grossi, là, tranquillement, pas vite. Oui, c'est sûr qu'on souhaiterait hein, que la violence sexuelle, les agressions sexuelles, tu sais, ça n'existe plus, mais on ne se cachera pas. Quand on regarde l'histoire, il y en a toujours eu. Moi, ce que je pense qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes à sortir de la situation de victimisation. Tu sais, oui, on est une victime quand on vit quelque chose d'épouvantable comme ça, exact. Mais ne pas glisser dans la victimisation, comment on se réapproprie notre pouvoir. Qu'est-ce que vous offrez exactement comme service? On a une mission qui est en 3 volets. Donc, vraiment, notre volet prioritaire, c'est l'intervention. Je vais laisser ma collègue continuer, vu que c'est la responsable de l'intervention au Calax, en fait. OK. Oui. Alors, Geneviève, l'intervention. Ben oui. Bien sûr, j'imagine que ça prend un petit peu de courage, des fois, de prendre le téléphone ou de se présenter à vos bureaux et de dire, bon, ben là, moi, j'ai subi un événement épouvantable. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Tout à fait. Puis, tu sais, la porte d'entrée du Calax, c'est souvent, en fait, moi qui vais recevoir les appels. Donc, si une personne appelle au Calax de Charlevoix pour avoir de l'aide, du soutien, je réponds à l'appel, je prends la demande. Puis, à ce moment-là, on évalue un petit peu c'est quoi le besoin, de quoi elle aurait besoin. Ce qu'on offre, en fait, en termes d'intervention, il y a plusieurs options, en fait, qui s'offrent aux personnes qui nous appellent. Donc, on a du suivi individuel. Donc, ça, on va jusqu'à 20 rencontres avec la femme. Il y a une intervenante qui lui est attitrée. Puis, on travaille avec elle, en fond, de semaine en semaine, assez régulièrement. Là, on se voit assez régulièrement pour travailler les conséquences que les agressions sexuelles ont dans sa vie actuellement. Il y a des symptômes, des fois, qui reviennent, que ce soit avec un événement traumatique qui s'est passé récemment, qui réactive, des fois, des souvenirs passés. Quand on a des enfants, des fois, de la manière dont on interagit avec nos enfants, on se rend compte que, oh, puis il y a peut-être de quoi dans mon passé à moi qui... c'est ça qui revient au galop. Puis, il y a des femmes aussi plus âgées. Donc, on voit, tu sais, après, ça peut prendre 20, 30 ans, des fois, avant qu'on se rende compte que finalement, on en a vécu de la violence quand on était plus jeune. C'est ça. Donc, les agressions sexuelles, ça prend différentes formes. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on pense tout le temps au viol total, bon, mais il n'y a pas juste ça. Non, c'est une des premières choses qu'on va venir démystifier avec les femmes. Tu sais, souvent, en fait, une des craintes ou un des obstacles, en fait, à venir chercher de l'aide, c'est qu'on ne sait même pas nous-mêmes ce qu'on a vraiment vécu, c'est une agression sexuelle. Donc, nous, ce qu'on va venir faire avec les femmes, et même dans notre volet sensibilisation-prévention, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment de diversifier les formes de violence. Fait que nous, on travaille avec plusieurs formes. Ça passe par des attouchements sexuels non consentis. Ça peut être du harcèlement sexuel. Ça, c'est les plus connus, en fait, les plus communs là, dans les types de formes. Exhibitionnisme, voyeurisme. Puis là, maintenant, en ligne, il y en a de plus en plus. Oui, c'est ça. Chez les jeunes et même chez les femmes en général. Moi, j'aurais tendance à dire que dès qu'on a un malaise en tant que femme, dans une relation où il y a la dimension sexuelle qui vient impacter, bien déjà, il y a quelque chose, il y a un signe pour nous là, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Surtout si on est relativement clair, mettons, dans « non, je ne veux pas » ou « ça ne m'intéresse pas ». Mais même tant qu'à ça, je pense que dès qu'on sent qu'on a été utilisé d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on a le droit de dépasser la honte, hein? Parce que c'est ça, à la maison, souvent, on va avoir honte. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai-tu incité? Parce que c'est toujours cette chose-là qui nous revient. Tu sais, nous, les femmes, on est très
je dirais, c'est ça, on a une tendance à s'auto-critiquer. Beaucoup, dans toutes sortes de choses, dans notre diversité corporelle, dans notre, tu sais, dans plein d'affaires. Puis on va appliquer le même langage, auto-langage qu'on a dans notre tête. Puis là, on se dit, bien, j'ai peut-être contribué. Mais moi, c'est non. Parce que je me dis, dès que vous avez un malaise, dès que vous êtes capable d'exprimer quelque chose, l'autre personne devrait être à l'écoute puis respecter ça, tu sais. Donc, il n'y a pas de honte à dire, bien là, moi, j'ai un malaise qui m'empêche dans ma vie d'avancer. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes là pour les aider. Puis souvent, on n'est pas connecté avec ça. Fait que c'est difficile, des fois, de demander aux femmes de se dire, ah, ça fait, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ce malaise-là? La socialisation est très forte, là. On travaille beaucoup ça avec les jeunes. Comment on est socialisé comme garçon, comme fille. Comment les filles, souvent, on est encore aujourd'hui, là, oui, on est en 2025, mais oui, on voit encore des, tu sais, quand on élève des enfants, en fait, où on va leur demander aux filles d'être plus gentilles, de sourire. Tu sais, là, de plus en plus, on est en train de refuser des câlins à Noël, de ne pas exiger des enfants, en fait, d'aller au-delà de, tu sais, elle ne veut pas, elle n'a pas consenti à ce câlin-là, donne-lui pas. Fait qu'on est en train de tout le décortiquer en société, ce phénomène-là, mais on le voit encore, on demande encore aux filles d'être gentilles et tout ça. Fait oui, quand on arrive d'acquiescer, tu sais, de toujours dire, oui, c'est correct, ça ne me tente pas, j'ai pas le goût. Non, tu sais, mais on va faire la bonne fille, entre guillemets. Puis elle va être contente, il va être content, ça va lui faire plaisir. Tu sais, fais-le pour l'autre. Fait que quand tu ramènes à ben moi, je veux quoi? C'est quoi que je veux? C'est quoi que je veux pas? Je suis bien, je suis pas bien? De se reposer cette question-là. Puis dès que ça fait c'est pas beau, c'est arc, c'est pas le fun, il y a un signal d'alarme qui nous dit. Vous savez qu'il paraît que notre deuxième cerveau se situe dans notre ventre. Et notre ventre nous parle souvent. Tellement. Parce que dès qu'on a une contraction, je dirais, dès qu'on est contracté, ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas dans la fluidité. Tu sais, moi, je fais un petit peu de coaching avec les gens, puis je leur dis tout le temps, dès que tu sens ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Peut-être que tu n'es pas capable de le nommer là, mais si tu prends le temps de dire, OK, j'ai eu ce malaise-là ou j'ai eu cette contracture-là, qu'est-ce que ça me dit? Hein, c'est important de répondre à ça. Puis, qu'importe le temps à la maison, là, en tant que femme, que vous avez l'impression d'avoir subi quelque chose, puis que ce quelque chose-là vous a laissé une marque à l'intérieur de vous, vous pouvez appeler au CALAC, vous pouvez être aidé. Supporter pour dépasser ça, finalement, puis reprendre votre pouvoir. Hein? Ça, c'est très important. Oui, puis tu parlais tout à l'heure de ne pas se sentir victime ou être dans la victimisation, mais reprendre son pouvoir. Puis à partir de là, en fait, c'est de vraiment prendre action sur ça. Puis peu importe, en fait, quand ça y est arrivé dans notre vie, tu sais, j'ai envie de dire, je parlais de 20-30 ans tout à l'heure, mais ça peut être arrivé récemment où on peut avoir pensé, on peut être allé chercher de l'aide à l'époque. Puis souvent, il y a des choses qui reviennent, qui se disent, mon Dieu, dans mes relations amoureuses, c'est encore difficile. N'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Nous, on prend, peu importe le parcours, là où la femme est rendue, on va travailler avec elle puis on l'accompagne. Puis nous, notre mission aussi, puis notre manière d'intervenir, on n'est pas... Oui, on est spécialisé en agression sexuelle, mais on est en accompagnement, finalement, avec les femmes. Fait qu'on vraiment les accompagner, on est à côté d'elle, puis on y va à son rythme. Elle n'a pas besoin de révéler quoi que ce soit quand elle vient chez nous. Ça, c'est vraiment important aussi. Souvent, on se sent stressé d'aller parler de notre histoire, mais ça, il n'y a aucune attente par rapport à ça. Vous les accueillez où elles sont rendues et vous suivez leur rythme. Exactement. C'est ça, au moment présent, en fait. OK. Alexandre, je sais que vous accompagnez aussi quand la femme est décidée. Parce que ça, c'est libre à chacune. Est-ce que je vais aller vers la criminalisation, aller faire une plainte à la sûreté? Vous les accompagnez aussi dans ce volet-là, hein? Oui, absolument. On les accompagne, que ce soit une plainte policière, une démarche en cours également. Mais les femmes ne sont pas obligées. T'sais, ça, c'est une crainte aussi que les femmes y ont souvent, de dire OK, est-ce que je vais devoir porter plainte absolument? Est-ce que j'ai absolument besoin d'avoir porté plainte pour venir chercher de l'aide au CALAC? Bien, pas du tout. On ne va pas non plus influencer son choix. C'est vraiment à elle, ça y appartient. On est encore un peu dans le même sujet qu'on parlait tantôt. C'est elle qui est le mieux placée, en fait, pour connaître ses besoins puis pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin, moi, dans ma guérison puis dans ma démarche. C'est ça, exactement. C'est vraiment de respecter ça, ce rythme-là, puis qu'est-ce que la femme veut. Bon, qui dit victime d'un acte à violence à caractère sexuel, on sait qu'il n'y a pas juste une personne. Vous allez partir, je pense, Geneviève, un groupe de soutien. Qu'est-ce que ça implique? Puis on est dans un petit milieu. J'ai peut-être pas le goût trop que tout le monde sache qu'il m'est arrivé quelque chose, puis là, peut-être ça peut me freiner. Mais tu sais, entre ça puis le bienfait que je peux retirer d'un groupe, comment vous faites, comment vous
vous pouvez amener les femmes à participer à un groupe comme ça? Alors, tantôt, on parlait des différentes options qui sont disponibles pour l'intervention auprès des femmes. Il y avait le suivi individuel dont on parlait avec le nombre de rencontres avec une intervenante. Le groupe de soutien en est un autre, dans le fond, moyen là, de venir chercher de l'aide. Le groupe de soutien, il est différent, en fait, d'une rencontre avec une intervenante en seul à seul, puis apporte un paquet de bienfaits. Dans le fond, nous, comment on a construit le groupe, donc on co-anime, Alexandre et moi, pour le prochain groupe qui part cet hiver. Oui, c'est notre deuxième groupe déjà. Vous en avez eu un à l'automne aussi, hein, c'est oui. ça? Puis dans le fond, le groupe est pour les femmes et adolescentes de 14 ans et plus, donc c'est un groupe intergénérationnel. On accueille entre 4 et 8 femmes, fait que c'est assez intime ouais, comme groupe. En fait, le principal critère pour pouvoir accéder au groupe, c'est d'avoir vécu une agression sexuelle au cours de sa vie, peu importe sa forme, peu importe là où on est rendu dans notre cheminement aussi. C'est ce qui fait la beauté du groupe, en fait, là. Parce qu'un des objectifs du groupe, c'est l'entraide, le partage, la solidarité, le soutien entre nous. Donc, il faut être prête aussi, évidemment, quand même, à vouloir briser le silence pour participer à ce groupe-là et être capable d'être à un moment où entendre d'autres histoires peut venir nous soutenir, nous. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, ça se peut que d'entendre parler juste d'agression sexuelle ou de violence, ça vienne vraiment, tu sais, nous faire vivre un paquet d'émotions. Mais nous, à ce moment-là, on accompagne quand même la femme dans tout ce processus-là. On laisse partir personne. Non, autrement dit, vous accueillez toute personne au Calax qui ose faire la démarche, mais elle n'est pas obligée d'aller dans le groupe de soutien, là, si elle n'est pas rendue là, par exemple. Puis peut-être qu'il y en a qui n'en auront pas besoin, puis d'autres vont en avoir besoin. Oui. C'est un beau tremplin aussi à briser le silence, à vraiment raconter son histoire. Tu sais, on parlait de réappropriation d'histoire. Oui. C'est vraiment important parce qu'une agression sexuelle, on se rappelle, c'est un acte de pouvoir, hein, de prise de pouvoir sur quelqu'un. Oui. Fait qu'en se faisant enlever le pouvoir pendant cet acte-là, que ce soit sur du long terme ou juste pour, une fois seulement dans notre vie, on doit se réapproprier notre propre corps, notre propre vie, notre propre histoire. Fait que le fait de partager avec d'autres, puis d'enfin libérer le silence, là, le poids dont tu parlais au départ, là, vient vraiment d'un coup comme tomber complètement. On est ouverte, on est vulnérable, mais dans un endroit sécuritaire. Puis nous, c'est un peu notre rôle à nous comme co-animatrices d'accompagner le groupe, hein, de faire en sorte que les femmes puissent se sentir vraiment à l'aise puis assurées, là, dans le fond, de cette sécurité. Je sais que votre bureau principal est du côté de la Malbaie, que vous avez un satellite à Baie-Saint-Paul. Le groupe de soutien se démarre bientôt. Oui. Est-ce qu'il va faire les deux endroits? Comment vous organisez ça? Puis comment, mettons, je suis à la maison, là, puis tout d'un coup, d'avoir vu le reportage, ça montre des choses en moi, puis je fais une démarche parce que, bon, j'ai déjà été accompagnée, admettons, tu sais, par une travailleuse sociale ou un psychologue autrefois, mais que j'ai encore des choses, je pense, qui ne sont pas complètement guéries à l'intérieur de moi ou que je n'ai pas réussi à purifier totalement pour me libérer. Puis j'aurais peut-être le goût. Comment je m'inscris? Comment ça va marcher, l'alternance? Oui. Bien, dans le fond, le groupe démarre sous peu, le 25 février. Okay. Par contre, c'est un groupe ouvert. Donc, toute femme, là, en mars, avril, tout au long de l'hiver-printemps qui souhaite se joindre au groupe peut le faire en tout temps, donc à n'importe quel moment. Pour s'inscrire, c'est de communiquer avec le Calax de Charlevoix. Donc, j'imagine qu'il y aura les coordonnées, là, notre numéro de téléphone principal. Dans le fond, c'est possible de le faire à ce moment-là. C'est nous qui prenons les inscriptions. Donc, on a une première rencontre au téléphone, là, où on se parle, où on explique un peu plus qu'est-ce qu'on fait dans le groupe et tout ça. Puis à ce moment-là, on donne la date, le lieu, c'est où ça va être aux éboulements, effectivement. Oh, OK. Un central, finalement. Un beau compromis. Oui, on voulait vraiment toucher les deux, là, donc on a fait un entre-deux. Un entre-deux. Dans Charlevoix, il faut faire ça, des entre-deux. C'est merveilleux. C'est gratuit aussi? Oui. Tous nos services sont gratuits. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, je pense, en entrée de jeu, là, mais dès que vous appelez au Calax, vous avez accès gratuitement à tous nos services. Puis, il y a du service de covoiturage aussi qui pourrait être possible pour une femme qui n'a pas de moyen de transport, mais qui aimerait vraiment participer au groupe. Il n'y a pas de souci, on offre ça aussi. Puis les résultats sont tellement inspirants, là, pour vrai. T'sais, les femmes créent vraiment des relations significatives entre elles. Oui. C'est magnifique de voir ça. Pour vrai, les résultats sont vraiment... Je sais que quand on vit un traumatisme, qu'importe de quelle nature il est, souvent, par exemple, je vais parler du deuil, parce que un deuil, tu sais, ça peut être long. Puis là, on en parle, puis à un moment donné, tout notre entourage vient tanner de nous en entendre parler. Bon, bien, passe à autre chose, Josette, là, tu sais, ton père, ça fait tant d'années qu'il est mort, ou je sais pas, tu sais.
des fois, de savoir qu'on peut s'adresser à quelqu'un qui a vécu quelque chose, pas de semblable à nous, mais du même type de caractère que nous, que la personne va toujours être capable de nous accueillir, parce que c'est vrai que la résilience, puis je dirais, d'avoir un lieu où on peut en parler, parce que des fois, il faut en parler énormément pour se libérer. Fait qu'il faut avoir un lieu comme ça où des gens, entre les rencontres, quelqu'un qu'on peut téléphoner, parce qu'on va avoir on va faire, j'imagine, des proximités avec certaines femmes, Exactement. plus que d'autres, puis ça peut être un bon soutien, parce que des fois, notre entourage finit par plus savoir ou être tanné parce qu'ils n'ont pas vécu ça, puis ils ne comprennent pas, puis bon, là, ben pas, tu sais, regarde, reviens-en, là, tu sais, on entend souvent ça, mais c'est pas quelque chose dont on revient. C'est-à-dire qu'on traverse cette épreuve-là, puis on essaie de la traverser en ayant le peu de séquelles possible. Il faut prendre les moyens aussi pour nous aider, là, tu sais. Fait qu'à la maison, là, si ça vous interpelle, appelez au Calax. Vous avez vu le numéro, ils vont vous accueillir, ils vont soutenir la confidentialité. Je pense que c'est une dimension importante aussi dans votre organisme. Oui, bien, on fait signer un contrat. En fait, on a vraiment des critères définis préalablement, que ce soit pour le groupe, pour l'intervention face à face aussi. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est central, très important pour nous, là. Puis je pense que c'est important entre femmes qu'on puisse se soutenir, s'accueillir. Puis je sais que 20 ans, c'est incroyable que vous soyez encore là, parce qu'on se dit, est-ce qu'un jour, on va passer à autre chose? Mais la façon de passer à autre chose, c'est de se prendre en main, puis c'est de s'entraider, puis de se soutenir mutuellement dans ces épreuves-là. Oui. Geneviève, Alexandre, merci infiniment d'être venus. Je pense que ce sera un rendez-vous annuel, parce qu'il y a toujours... c'est toujours important d'en reparler. Des fois, il y a des petites graines de semer, tu sais. Quelqu'un en entend parler, ça fait avancer un petit peu, puis à un moment donné, elle se sent prête à passer au téléphone, puis à se faire aider, soutenir. Fait que c'est important. Merci beaucoup, mesdames. Merci. On s'en va voir un super reportage au Centre Paul Médéric. Pour les jeunes, je dirais peut-être fin primaire, secondaire, initiation aux arts de la scène, initiation musicale. Restez là, ça va être tourné autour des trucs artistiques. Vous allez trouver ça intéressant pour vos jeunes. Le Service des loisirs et de la culture de Baie-Saint-Paul lance plusieurs nouveaux cours destinés au grand public pour l'hiver 2025. L'équipe de TVCO a rencontré Élisabeth Pailleur, nouvelle formatrice associée au Carrefour culturel Paul Médéric, afin d'en apprendre davantage sur les types d'ateliers artistiques qu'elle offrira aux jeunes de la région au cours des prochaines semaines. Donc, il y aurait l'éveil musical qui commencerait, je crois, le 9 février. Donc, ce serait les dimanches aux 2 semaines pour vraiment les tout-petits, de 3 à 5 ans. L'éveil musical, l'idée, c'est de leur faire découvrir la musique de façon différente. Donc, soit avec le rythme, à l'écoute, en le bougeant, en le mettant dans le corps, parce qu'à cet âge-là, ils ont écouté de la musique. Ils pourraient même commencer à jouer d'un instrument. Souvent, on va recommander que les jeunes enfants débutent un instrument de musique parce que c'est plus facile. Ils ont moins de blocage, puis ils le font sans poser de questions, puis ça va bien. Donc, l'éveil musical, c'est vraiment là pour éveiller, carrément, les enfants à la musique puis à ce qui existe. Les différents types de musique aussi. Donc, on va voir toutes sortes de types de musique qui viennent du Québec, du Canada, mais ailleurs dans le monde. Donc, l'idée, ce serait de faire un peu un petit parcours selon certains instruments. Donc, il y aurait quelques matériels qui seraient fournis pour cet atelier-là. Quel groupe d'âge pour cet atelier-là? Entre 3 et 5 ans. Donc, c'est âge CPE, je dirais, là, garderie. Le second cours sera quant à lui orienté vers les arts scéniques. Puis ensuite, il y aurait les lundis et les jeudis. Donc, ça débute le 27 et le 30 janvier. Donc, lundi, jeudi, où c'est art de la scène. Donc là, on va explorer le théâtre, évidemment, mais je voulais aussi, par le théâtre, leur faire découvrir d'autres arts, comme la marionnette, comme le masque. Donc, on va encore là aller travailler physiquement. On va travailler la voix également, puis comprendre qu'est-ce que c'est
la scène, qu'est-ce que c'est un espace scénique? Quand on va sur la scène, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on a 2 tranches d'âge. Les lundis, c'est pour les plus jeunes, jusqu'à, je crois, si je ne me trompe pas, de 6 à 8. Et le jeudi, c'est de 10 à 15 ans, donc plus ado, pré-ado. Puis l'idée, c'est ça, c'est de leur faire découvrir. C'est une initiation. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui vont avoir fait de l'improvisation, qui vont avoir fait un peu de théâtre, mais l'idée, c'est vraiment de leur donner le goût de faire ça, puis d'en faire par la suite. Les nouveaux cours enseignés par la formatrice diversifient l'offre culturelle qui est proposée aux jeunes de la région durant la période hivernale. À ma connaissance, pour les jeunes, vraiment, là, puis de dire, bon, bien, c'est une initiation, puis ça serait la première fois. C'est sûr que dans les écoles secondaires à Baie-Saint-Paul, il y a une troupe de théâtre. Donc, les jeunes peuvent embarquer là-dedans, mais ils montent une pièce, puis bon, ils ont des costumes et tout ça. Donc, l'idée, finalement, c'est de leur laisser la liberté d'essayer des choses, puis de travailler avec eux. Tu sais, moi, je vois ça un peu... il va y avoir beaucoup d'improvisation, nécessairement, mais je vois aussi travailler avec des textes qu'eux ont lus ou qu'eux, ça les interpelle, de faire des mini-scènes, puis de travailler avec eux l'interprétation, mais aussi le personnage, parce que comment on crée un personnage, bien, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va travailler le corps, le mouvement, la voix aussi, qui est très importante au théâtre, parce que normalement, on n'a pas de micro. Là, maintenant, dans certaines salles, on va rajouter des micros pour l'amplification, mais normalement, là, au théâtre, on y va vraiment avec la voix. Donc, comment porter sa voix, comment entendre l'acteur qui est sur la scène quand on est au bout de la salle. Donc, c'est toutes des petites choses auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on regarde un spectacle, c'est acquis. Bien là, on va vraiment essayer de décortiquer tous ces petits détails-là. Puis ensuite, j'aimerais, à la fin de ces 10 cours-là, proposer, s'ils ont choisi une scène ou ont écrit une scène aussi, des fois, ils sont à l'aise, bien, de proposer un petit extrait de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont travaillé. Donc, tout ça pour dire, d'après moi, ça ne s'est jamais fait encore là, dans cette optique-là. Puis l'idée, ça serait que dans les années qui suivent, bien là, de développer une clientèle, que les jeunes, donc en bas de 10 ans, puis les ados, aient cet intérêt-là, puis qui est comme une demande, finalement, pour qu'on puisse travailler là-dessus, là, à l'extérieur de ce qui se fait dans les écoles déjà. Elisabeth Pailleur possède une longue feuille de route dans le domaine artistique. Très tôt, j'ai fait de la musique. Mes 2 parents étaient musiciens, donc ça aide. Donc, j'ai commencé avec le violon, étant très jeune, puis ensuite, j'ai poursuivi avec le piano. Et puis j'ai poursuivi après, donc j'ai suivi des cours, puis ensuite, j'ai poursuivi par moi-même. Parce que de faire des concerts de musique classique, ça me demandait beaucoup d'énergie, puis ça me rendait très, très nerveuse. Donc, j'ai arrêté du jour au lendemain. Puis par la suite, j'ai vraiment continué par moi-même pour le plaisir. Donc, c'est là où j'ai redécouvert le piano, mon instrument. Donc ça, c'était à l'école primaire, à l'école secondaire? Plus primaire, je dirais. OK. Donc, jusqu'à la 5e-6e année du primaire. Ensuite, j'ai arrêté, puis j'ai recontinué là, 5 ans plus tard par moi-même. Puis entre-temps, bien, j'ai découvert le théâtre. Puis là, vraiment, j'étais un poisson dans l'eau. Donc, j'aimais jouer un personnage, être dans des décors différents, puis vraiment faire aller mon imagination, finalement. Donc, j'ai fait ça tout le secondaire en parascolaire. Puis au cégep, bien là, je suis vraiment... j'ai étudié en théâtre et médias. Donc, on touchait un peu la caméra, on touchait le jeu sur scène. Et ensuite, je suis retournée à Montréal, parce qu'à ce moment-là, j'étais à Trois-Rivières. Oui. Donc, je suis retournée à Montréal et j'ai pris des cours autodidactes. Donc, okay. J'étais partie pour être autodidacte, là, si je peux dire. Puis, 3 années plus tard, donc en 2010, j'ai refait des auditions dans les écoles professionnelles. Puis, j'ai choisi le Conservatoire d'art dramatique de Montréal, où là, vraiment, c'est 3 ans intensifs sur le jeu, la diction, la voix, le mouvement, le chant également. Donc, j'ai encore plus poussé mon instrument, qui est la voix. J'ai toujours eu un peu cette passion-là de transmettre finalement aux autres
cette passion-là que j'ai, la musique, mais aussi le théâtre. Puis j'ai toujours un peu voulu ramener ça en région, parce que j'ai étudié 2 ans à Trois-Rivières, puis je trouvais ça dommage qu'on puisse pas de là jouer, faire du théâtre. Il fallait absolument aller dans les grands centres, comme à Québec ou à Montréal. Donc, ça a toujours été important pour moi de dire, bien, comment ramener ça, comment redonner ça finalement aux plus jeunes dans les régions. Puis c'est un peu ça que j'essaie de faire en étant dans Charlevoix. J'aimerais beaucoup pouvoir transmettre ça, puis passer la balle, comme on dit. Oui. Passer cette passion-là, carrément, là, à des plus jeunes. La formatrice estime que les ateliers d'art et de musique peuvent être bénéfiques pour certains jeunes. Juste au niveau de la concentration, je pense, moi, je suis quelqu'un qui était très lunatique quand j'étais petite. Je partais souvent ailleurs au primaire. Et la musique ou bien le théâtre, bien, ça te permet vraiment de te concentrer sur une chose. Puis, dépendamment de ce que tu fais, ça va t'apporter d'autres choses. Ça va aussi ouvrir certaines... Bien, tu mentionnais les mathématiques. Bien, les mathématiques et la musique sont étroitement liées. Okay. Juste pour être capable de lire une partition, de comprendre les notes, juste le solfège, finalement. Donc, souvent, la musique va venir aider à l'école. On va faire des liens sans s'en rendre compte, puis on va s'en rendre compte plus tard, tu sais, finalement. Est-ce qu'au-delà de ça, ça ne contribue pas aussi au développement de la personnalité, sortir de sa gêne chez l'enfant et l'adolescent? Absolument. Bien, on sait que le secondaire est une partie pas évidente pour tout le monde. Donc, pour certains jeunes qui seraient peut-être plus introvertis, même pour les extravertis, des fois, ça va leur permettre de canaliser leur énergie. Donc, oui, absolument. Je peux pas dire que c'est thérapeutique, mais sans le vouloir, ça l'est un peu. T'sais. Donc, ça donne des outils pour vraiment bien se sentir avec soi-même puis être capable ensuite de jouer un personnage, parce que c'est ça un peu le théâtre. Donc, on rappelle, ces cours d'art dramatique-là, de l'art de la scène, ça s'adresse à quel groupe d'âge? Donc, les lundis, c'est de 5 ans à 8 ans et les jeudis, de 10 ans à 15 ans. Les intéressés peuvent contacter Mme Pailleur par courriel. D'autres cours seront également offerts par le Service des loisirs et de la culture au cours des prochains mois. Dorette Magui, originaire du Cameroun, proposera des séances de danse africaine les mardis soirs. Martine Baudry revient en force avec ses cours de danse country les mercredis soirs au gymnase de l'école Sir Rodolphe Forget de Baie-Saint-Paul. Ludovic Gervais organisera quant à lui des ateliers de peinture et de création au Carrefour culturel Paul Médéric. Pour en apprendre davantage sur ces cours et pour connaître les modalités d'inscription, il est possible de contacter le Carrefour culturel Paul Médéric ou de visiter la page Facebook de l'établissement. Alors, nous recevons Mélanie Pouliot de la Sûreté du Québec. Et non, je ne suis pas en état d'arrestation. N'est-ce pas, Mélanie? Mélanie, Sûreté du Québec qui vient me visiter pour tout un sujet où on voit beaucoup de reportages à la télé, les fameuses fraudes. Puis là, je me suis dit, Mélanie vient me voir, c'est parce qu'il y en a dans Charlevoix. Effectivement. Donc, on n'est pas à part. Non, pas du tout. On en a eu quelques cas dans des fêtes. Donc, okay. C'est pour ça qu'on veut faire de la sensibilisation, expliquer c'est quoi les fraudes qui roulent présentement dans le secteur pour que les gens soient à l'affût et qu'ils évitent de se faire prendre le plus possible. Est-ce que les fraudes, ils sont juste téléphoniques ou le monde a le culot de venir cogner à la maison aussi? Non, effectivement, parce qu'il y a plusieurs types de fraudes. Les 3 principales qu'on a, c'est les fraudes amoureuses, bien entendu, la fraude grands-parents. Tout à coup, mettons, moi, je me retrouverais avec un petit jeune là, qui me courtise, puis que je suis merveilleuse, puis extraordinaire, mais il aurait besoin d'argent pour ça. Effectivement, puis c'est pas nécessairement un petit jeune, ça peut être quelqu'un de votre âge là, qui... Ah, bien, OK, souvent, parce que je rêvais, tu sais. C'est ça. Peut-être que ça pourrait être un petit jeune, mais bon. C'est que la personne, dans le fond, elle n'est pas vraie, là. Celle qui vous texte ou vous écrit ou vous appelle, ce n'est pas une vraie personne, là, ça peut être via l'intelligence artificielle. Fait qu'ils vont toujours vous demander soit des sous, ils ne pourront jamais vous rencontrer, il va toujours y avoir des problèmes. C'est important de rester à l'affût. Ça ne veut pas dire que les relations amoureuses ne peuvent pas se construire via les réseaux sociaux, là. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste que
Des fois, quand ça devient trop compliqué ou qu'il y a trop de paramètres, peut-être juste se poser des questions. La personne fait un faux profil, ça peut être une photo de même pas elle-même. Exact. Puis là, elle entretient une relation avec toi, elle t'écrit, puis là, finalement, nanana, ben mon Dieu Oui, Seigneur. ou elle va se montrer indisponible pour la rencontre, bien souvent. OK. Elle va essayer de vous isoler de votre famille, de vous dire parle pas de ça à tes enfants, ils ne comprendront pas notre amour, des choses comme ça. Puis ils vont vous soutirer souvent soit de l'argent ou des cartes cadeaux. Parce que des fois, l'argent, ça vient avec des maximums de montants qu'on peut retirer de nos comptes. Hein? Oui, sans que les gens, à un moment donné, peut-être de votre institution bancaire, disent un instant, là, vous avez retiré beaucoup de sous, pour quelle raison? Puis qu'ils vont vous poser des questions. Puis c'est tout à fait normal parce qu'ils veulent vous protéger. Oui, je comprends. Donc, à ce moment-là, ils vont peut-être plus aller vers des cartes cadeaux. Ils vont vous demander des cartes cadeaux. Donne-moi une carte Amazon, donne-moi une carte... peu importe là, la carte cadeau, puis vous n'allez pas lui donner physiquement la carte. Vous allez envoyer le numéro de la carte cadeau. Donc, juste avec ce numéro-là, eux peuvent procéder à des achats. Okay. Pas besoin d'avoir la carte physique entre les mains. Mais dis-moi, Mélanie, ils sont où, ces gens-là? Ces gens-là qui vont correspondre avec vous ne sont pas nécessairement dans votre secteur où vous habitez. Okay. Ils peuvent être à Montréal, Québec. C'est un réseau qui est provincial. Okay. Donc, ils vont faire des petits... Ils vont essayer d'aller hameçonner les gens peut-être dans Charlevoix ou ailleurs, puis tout dépendant de la réponse, bien, ils vont peut-être se concentrer sur un secteur donné, là. Ah oui, oui. C'est incroyable. Bon, là, avec la fraude amoureuse dans ce sens-là, quel autre type d'autres fraudes? On a la fraude grands-parents. Oui, OK. Là, à ce moment-là, les gens qui vont vous appeler vont peut-être prendre la voix d'un de vos petits-enfants. Okay. Ou vont prendre une voix qui va souvent pleurer au téléphone parce qu'ils ont un énorme problème, là. Quand ils vous appellent... Qui est urgent, là, oui, hein? c'est très urgent. Ils se sont fait arrêter, ils n'ont plus accès à leur téléphone, il y a une caution qui est demandée, alors que tout ça, ce n'est jamais vrai. Parce que, comme policier, on ne demandera jamais des cautions pour libérer quelqu'un. Si la personne a besoin d'appeler, elle va le faire, là. Il n'y a personne qu'on va arrêter, là, qui va avoir besoin d'argent pour sortir. Non, je comprends. De Puis prison les gens ont des droits, ils peuvent appeler quelqu'un, ils peuvent appeler un avocat. Bon, en tout cas, tout ça, là. Tous les droits des gens vont être respectés, oui, là, oui. c'est sûr. Donc, ça ne se passera jamais de cette façon-là. Mais les gens qui appellent sont extrêmement crédibles. Et souvent, ils connaissent des informations que vous pensez que... Vous avez peut-être mis sur les réseaux sociaux où les gens, ils font des recherches, là. Fait qu'ils vont avoir des renseignements, puis ils vont vous demander de donner des sous à ce moment-là. Fait qu'ils vont vous demander soit de vous déplacer à votre institution financière pour avoir un certain montant, puis ils vont toujours vous demander de garder ça secret, de ne pas le dire, que c'est entre vous et la personne, parce que là, il peut y avoir des problèmes. Fait que c'est certain que si vous vous présentez à votre institution bancaire puis vous demandez un montant, quand même, des fois, ça peut aller jusqu'à 3 500, 4 000 wow. Bien, ça se peut que les gens de votre institution bancaire vous posent des questions. Oui, puis, à raison. À raison, puis c'est normal, puis c'est bien qu'ils le fassent. Si votre retrait est légitime, parce que vous voulez vraiment peut-être vous acheter un meuble avec ça, ils vont vous le donner, puis ça va être bien correct. Mais si il y a un moindre doute, ils vont peut-être vous poser plus de questions, puis là, c'est là qu'il faut le dire. Il faut dire que vous avez été contacté, puis là, bien, au moins, vous ne serez pas fraudé. Qu'est-ce que tu conseilles? Bon, ça, c'est la deuxième fraude. Attends, je vais garder ma question pour tantôt. Ouais. Là, c'est quoi le troisième type? Le troisième type de fraude, c'est la fraude faux représentant. Ah, OK. Donc, les gens vont vous appeler par téléphone. Celle-là, elle se fait par téléphone. Il va avoir peut-être sur votre afficheur qui va apparaître que c'est peut-être votre institution financière qui vous appelle. OK. Ça peut arriver. Et ils vont vous dire que vous avez été fraudé, avant même de l'être. Ils vont vous dire que vous avez été fraudé. D'accord. Et qu'ils ont besoin de votre carte de guichet et de votre NIP pour réparer la fraude. OK. Donc, ils vont vous garder au téléphone, puis ils vont vous demander de placer cette carte-là et le NIP, écrire le NIP sur l'enveloppe, et de placer dans une enveloppe que quelqu'un va passer prendre chez vous pour vous aider, pour vous dépanner, parce que là, c'est urgent d'arranger la situation. Alors, à ce moment-là, ils vont vous garder au téléphone et le faux représentant va passer chercher l'enveloppe, il va quitter, puis là, bien, vous allez penser que c'est un représentant de votre institution financière qui est passé, puis c'est sûr qu'il va aller faire des retraits parce que vous lui avez donné votre carte. Non, il ne rentre pas le service jusqu'à ce point-là, là, de se déplacer. Là. Non, effectivement. Okay. C'est des gens qui veulent votre bien, les institutions financières, mais ils ne vont pas se déplacer. Bon. Puis il y a tout le temps la notion d'urgence. Il y a l'urgence, l'aspect, il ne faut pas que tu le dises à personne. Exact, secrète. Bon, alors, moi, là, j'en ai déjà reçu des appels comme ça. Puis on reçoit aussi, pour ceux qui sont très actifs, courriel. Oui. On reçoit, moi, je suis recherchée, je ne sais pas si tu sais, mais par la gendarmerie française pour avoir fait toutes sortes de choses. Puis là, et des lettres avec des sceaux, puis tout ça, tu sais. Bon, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que
il n'y a jamais rien d'urgent ou un point qu'on ne peut pas vérifier. Exact. Fait que si j'ai réussi à dire à la personne, non, moi, je vais prendre le temps d'y penser, donne-moi un numéro de téléphone, donne-moi un moyen pour te rejoindre, la personne, elle va sûrement me dire non, là. Oui, c'est sûr qu'elle va vous dire non, puis elle va essayer de vous trouver des bonnes raisons pour ne pas vous perdre en ligne ou pour vous convaincre que c'est réel. Donc, c'est là que... Parce qu'elle va être convaincante, cette personne-là, c'est son travail. Elle ne fait que ça. Fait que c'est sûr qu'ils vont essayer de vous convaincre de toutes les façons pour vous dire de ne pas appeler votre famille, de ne pas faire les vérifications, mais prendre le 2 minutes, là, il n'y a pas assez d'urgence qui va faire en sorte... C'est sûr que se faire frauder, c'est urgent, mais pas à ce point-là. Là. Fait que moi, mettons là, que la personne a dit tu t'es fait frauder sur ton compte, puis laisse-moi ta carte. Puis là, je dis non, puis je raccroche. Bon, parce qu'on a le droit de raccrocher, là. Oui. On n'est pas, tu sais... Là, mettons que je suis quand même angoissée un peu, je peux appeler mon institution financière puis aller faire mes propres vérifications, là. Tout à fait, puis ils vont vous répondre. Ils vont vous dire si effectivement vous avez été fraudé dans votre compte ou pas, s'il y a des problèmes. Vous pouvez signaler la fraude au Centre antifraude Canada. OK. Donc, eux, ils vont faire comme... ils vont prendre en note toutes les fraudes qu'il y a eu, puis là, ils vont peut-être pouvoir, par des secteurs, déterminer dans quel endroit les gens peuvent être, des choses comme ça. Puis aussi, si vous êtes fait frauder aussi... Vous avez mis votre enveloppe, votre carte dans une enveloppe avec votre NIP, puis il y a quelqu'un qui est supposé passer, puis vous avez raccroché, bien, vous pouvez nous appeler. Okay. Parce qu'à ce moment-là, on peut peut-être, avec la description du véhicule ou des personnes, bien, procéder à des arrestations dans ces moments-là. Donc, il faut être allumé. Oui, il faut être allumé, puis il faut prendre un petit 2 minutes pour y penser, puis prendre le plus possible de détails qu'on est capable de prendre, les prendre en note, les noter. Puis eux, ils vont aller dans l'urgence, mais nous, sachant qu'on n'est pas obligé d'être dans l'urgence. Prenons notre temps. C'est ça. Donc, si tu dis qu'il y a eu des fraudes, c'est qu'il y a des gens sûrement qui vous ont contacté à la Sûreté? Il y a des gens qui nous ont rapporté les fraudes, qui nous ont contactés. Puis on est fiers que ces gens-là nous appellent parce qu'on ne veut pas que les gens aient un sentiment de honte quand ils se font prendre. Parce que peu importe, tous les gens peuvent se faire prendre. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de moyens financiers, ça n'a aucun rapport. Mais on ne veut pas que les gens qui se sont fait prendre soient pris avec ça puis se sentent honteux de la situation. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui, parce que, croyez-moi, ils sont excessivement persuasifs. Oui. Ils sont choisis parce qu'ils sont des extrêmement bons manipulateurs. Puis, comme tu disais, ils font ça à temps plein. Hein? Fait qu'ils deviennent très, très bons à contourner toutes nos non, je pense pas, non, ci, non, ça. Puis là, des fois, tu deviens comme squeezé dans un coin. Puis là, tu poses un geste, on dirait que c'est plus ton intelligence qui réfléchit, c'est au niveau émotionnel qui embarque par-dessus. Donc, je pense qu'il est important, c'est plus on va dénoncer, bien plus on évite. D'abord, on en parle, justement, tu es à mon émission pour ça. Puis, donc, on peut aussi vous appeler la Sûreté, là. Oui, effectivement. Vous pouvez nous rapporter tous les types de fraudes que vous pensez avoir subies. Puis, si vous avez des gens qui vous ont appelé puis qui ont essayé, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous, on est capable à ce moment-là de cibler des secteurs puis de voir. C'est pour ça que je suis ici, parce qu'on a ciblé qu'à Charlevoix, ça s'est passé plus dans une période donnée. OK. Donc là, on fait de la prévention le plus possible pour que les gens sachent que ça existe puis qu'ils sont prêts peut-être à revenir. Là, pour le moment, c'est plus calme. On va en profiter, mais on veut sensibiliser les gens pour pas que ça revienne. Tu sais, c'est cyclique, bien souvent, là. Ils vont s'essayer pendant une période de temps, ça va fonctionner. Après ça marche moins bien. Après ça, ils vont recommencer. C'est ça. Donc, on veut vraiment là, que les gens restent toujours à l'affût, alertes, puis sensibiliser au phénomène qui peut se produire à n'importe quel moment. Parce qu'on va voir les reportages à Radio-Canada, à TVA, là, puis des témoignages de personnes. Tu sais, moi, je me dis, bon, ben voyons, moi, je me ferais pas prendre. Mais c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir cette attitude-là. Il faut juste avoir l'attitude que ça peut nous arriver à tous. Puis on ne sait pas dans quel moment ils vont nous téléphoner, dans quel moment peut-être de vulnérabilité on va être aussi pour différents événements dans notre vie. Fait que, puis j'imagine aussi qu'un grand-parent qui se fait soi-disant appeler par un petit-fils ou une petite-fille qu'il ne voit pas souvent, ou un neveu, une nièce de sa sœur ou de son frère, puis que là, c'est le cœur qui parle. Là, la personne a dit, ben voyons, il est mal pris, puis tatata. Ben tu sais, je me dis à un moment donné, il faut être vigilant, puis il faut avoir la petite lumière qui s'allume,
Puis quand on raccroche, mais on ne gêne pas. Si on ne sait pas trop quoi faire, on appelle la Sûreté du Québec, vous allez nous guider. Effectivement. Puis souvent, les gens qui vont appeler vont être en pleurs au téléphone. Fait que ils vont beaucoup chercher dans les sentiments. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, n'importe qui peut se faire prendre. Là, puis c'est tout à fait normal. C'est un réflexe très normal là, de se faire prendre. Parce que quand quelqu'un pleure au téléphone, on peut juste l'aider. Puis souvent, en plus, ils disent que c'est des gens de notre famille. Fait que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de honte à ça. L'important, c'est de dénoncer, puis de faire les vérifications, puis que si on se déplace pour aller chercher le montant en question, bien que les gens qui sont à la caisse ou peu importe vont nous poser des questions, puis de leur répondre la vérité, puis ils vont vous aider là-dedans. On fait des partenariats avec eux, ils sont sensibilisés aux phénomènes, ils connaissent les phénomènes, puis ils veulent juste que les gens puissent garder leurs sous, parce que c'est pas nécessairement des gens qui sont en moyen qui se font prendre, là. Ça n'a aucune incidence. Non, parce que ces gens-là, ils ne savent pas quand ils téléphonent. Ils n'ont pas nécessairement une idée de qu'est-ce qu'il y a dans votre compte de banque ou tout ça. Ils s'essayent. Ils s'essayent sur des gens vulnérables, puis qu'on ait beaucoup, peu ou pas beaucoup d'argent. Ils peuvent être capables de nous en soutirer. Fait que restons vigilants à la maison, soyons vigilants. Donc, fraude amoureuse, fraude au niveau de notre famille proche qui nous appellerait pour un besoin urgent. Je me suis fait arrêter, j'ai eu une contravention, ou je suis pris en quelque part, il faut que je paye un montant rapidement. Ou la fameuse fraude, vous êtes fait voler des sous sur votre carte de crédit, on a vu des transactions, nanana, puis là, les gens essaient de vous soutirer. Fait que c'est pas mal les trois sortes. Les trois principales, là, je vous dirais, qu'on rencontre, mais ça ne veut pas dire qu'éventuellement, il ne va pas en avoir des nouvelles. Ben oui. Parce que ces gens-là sont créatifs. Exactement, sont créatifs, puis sont toujours à l'affût là, de plein de façons de faire. Donc, si vous avez une nouvelle fraude, que vous êtes victime, que ce n'est pas dans ces trois-là, bien, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse s'ajuster, puis voir les façons de procéder, puis pouvoir les publiciser. Merci, Mélanie, d'être venue nous sensibiliser à ça. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vous remercie à la maison d'avoir été présent à l'émission. Vous voyez que ça a été très varié, puis je vous dis à bientôt.